RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le maire de la Foix. Oui, Nicolas Metzorf est avec nous, bonjour. Bonjour. Ça fait un an, à quelques jours près, que vous avez été élu maire de la Foix. Oui. On va évidemment parler politique aussi avec vous dans un instant, mais bien évidemment. Votre commune, vous aviez annoncé la mise en place d'un certain nombre de choses pendant la campagne. Est-ce qu'au bout d'un an, vous avez le sentiment que les choses ont avancé, que vous avez pu développer votre politique? Oui, tout à fait. On est arrivé, il fallait déjà un petit peu restructurer les choses, puisque on n'avait pas de secrétaire général à la mairie de la Foix. C'est quand même compliqué sans un chef de l'administration, donc il a fallu mettre en place le secrétariat général. On n'avait pas de régisseur des recettes, on a dû recruter un régisseur des recettes. Il manquait aussi du personnel à l'accueil, dans les services techniques, donc il y a eu un moment de recrutement. Et puis il a fallu aussi restructurer la dette, parce que la commune de la Foix est une des communes de Nouvelle-Calédonie les plus endettées. Et donc il a fallu renégocier les emprunts avec les différentes banques de manière à abaisser les taux et à diminuer l'annuité de manière à nous permettre de retrouver un petit peu de marge financière. Et donc on a pu commencer à mettre en place notre politique, des choses concrètes qui ont été faites. On a les climatiseurs posés dans l'école publique avec les panneaux solaires grâce à la province sud et au gouvernement. On a construit le pont de Dony qui permet de desservir les tribus et qui, même en cas d'inondation, permettra aux gens des tribus d'accéder aux dispensaires, en tout cas au village en cas d'urgence. Un pont de 80 millions quand même financé par l'État. On a installé l'eau à Lebris, en tout cas la borne à eau, là aussi grâce au financement de la province sud. On a installé l'eau à la tribu de Dony. Alors c'était quand même assez paradoxal. C'est la tribu qui est située en dessous du captage de la commune de la Foix qui permet de desservir l'ensemble de la commune en adduction en eau potable. Et il n'y avait pas d'eau pour la tribu. Et la tribu qui était juste en dessous n'avait pas d'eau. Donc on vient de leur installer l'eau, ça vient de se terminer le chantier. Donc voilà, on a fait de grandes choses. On a obtenu également les financements pour des promesses de campagne, j'ai envie de dire, qui étaient importantes. La création d'une morgue, les travaux vont débuter en fin d'année. Parce que notre morgue actuelle, qui était une ancienne salle municipale, est en train de s'effondrer tout doucement. Donc il faut aller vite. Et puis on a obtenu également les financements pour le marché municipal, parce que vous savez, en Brousse, il y a des marchés municipaux dans toutes les communes, sauf à la Foix. On avait un cinéma, mais pas de marché. Et donc là aussi, grâce à la province et à l'État, on pourra commencer les travaux, j'espère, fin d'année 2021, peut-être début d'année 2022. Et ça va permettre en tout cas aux mamies de pouvoir vendre leurs produits sur le bord de la RT1 et de faire profiter à l'ensemble des Calédoniens les produits frais de la région. Alors vous aviez dit aussi que vous feriez en sorte de promouvoir le développement économique, d'attirer éventuellement des personnes pour travailler, des entreprises, des industries. Est-ce que vous y arrivez sur ce point-là? Oui, on avait lancé le projet Choose la Foix avec Lionel Brinan et avec l'ensemble de l'exécutif municipal. C'était d'attirer des entreprises qui investiraient sur le foncier communal, parce que quand on a une crise des finances publiques, on peut plus créer de l'emploi avec l'argent public, donc il faut attirer des investisseurs privés. Et donc là, plusieurs entreprises se sont positionnées, mais le gros coup réussi, c'est l'arrivée d'un projet de centre commercial par le groupe Le Centre, un projet de 3500 mètres carrés de surface commerciale au sein du village, et dans 1800 mètres carrés qui sont réservés au commerce lafoyen. Et donc ça va permettre aux commerces lafoyens qui sont mal situés parfois sur la commune, qui n'ont pas accès au bord de RT1, et on sait que c'est stratégique, de venir dans ce centre commercial et donc d'augmenter leur chiffre d'affaires et donc de créer de l'emploi. On attend la création de 120 à 130 emplois grâce à ce centre commercial. Quelle échéance l'ouverture de ce centre 2023, 2021 les études, 2022 les travaux, l'ouverture 2023. Vous avez aussi beaucoup travaillé et en lien avec les communes autour de la Foix sur la question de la sécurité. Oui, vous savez, la Foix, c'est un petit peu la capitale de la région, de Farino, Moindou, Saramea. J'ai une bonne relation avec les maires voisins. L'idée, c'est de travailler ensemble, même si on n'est pas de la même couleur politique. À un moment donné, c'est l'intérêt général qui prime. Et donc, c'est vrai qu'on a affaire, nous, à une délinquance, on va dire, de proximité, des vols, des cambriolages, des vols de voitures. Et donc, il était important de renforcer nos dispositifs de sécurité. Alors, on a fait plusieurs choses grâce à l'État. On a mis en place, bien sûr, les caméras de sécurité qui sont financées et par l'État et la province sud. On installe le dispositif de participation citoyenne. Vous savez, c'est l'implication des citoyens dans la surveillance, on va dire, de leur quartier. On n'avait pas ça encore. On a mis en place le dispositif également d'alternative citoyenne. C'est le fait de ne pas envoyer forcément nos jeunes qui ont fait des actes de petite délinquance en prison, mais de les faire réparer leurs actes, ou en tout cas de participer à l'entretien de la commune, à des travaux en tribu, etc.
Et donc, on a aussi pour projet les études en 2022 et la création en 2023 de la mise en place d'une police municipale sur la commune. Alors Nicolas Metzor, parlons politique aussi avec vous. Vous êtes évidemment membre de Génération, un parti que vous avez créé. Oui. Hier, il y a eu l'élection du président du 17e gouvernement. Louis Mapou a été élu sans surprise à ce poste. Oui. C'est la fin enfin de 5 mois de blocage. Il fallait que ça bouge. Il était temps, oui, parce qu'on est quand même dans une situation un petit peu compliquée dans notre pays. On a je rappelle que le budget est géré par l'État. Je rappelle également qu'on est toujours sous l'effet de la crise sanitaire avec des frontières bloquées. On a un déficit du RUAM qui est énorme. On a un manque de personnel médical. C'était quand même une urgence. Les indépendantistes ont mis du temps. Enfin, 5 mois, on n'a jamais vu ça. Alors, maintenant, on a un président, je m'en félicite. Bonne chance à Louis Mapou. J'ai quand même entendu dire, juste dans l'interview d'avant, qu'ils accédaient aux responsabilités au plus mauvais moment de l'histoire. J'ai envie de dire, les indépendantistes ont toujours fait partie des majorités. Parce qu'ils aiment bien dire que c'est les loyalistes qui ont géré le pays depuis 30 ans. À un moment donné, quand c'était le rassemblement au pouvoir, il y avait l'union avec l'Union calédonienne, à l'époque, en 2014. Et puis à la dernière mandature, on le sait, c'était une alliance avec l'UNI du Palika. Donc si vous voulez... les Calédonie ensemble. Oui, voilà. Donc si vous voulez, la division des non-indépendantistes a toujours permis aux indépendantistes de diriger et de gouverner. Donc il ne faut pas qu'ils disent qu'ils arrivent maintenant et qu'ils découvrent un petit peu l'état de la Nouvelle-Calédonie qui aurait été le résultat des loyalistes. Est-ce que vous pensez que les loyalistes ont raison de ne pas prendre la vice-présidence ? Je comprends le raisonnement d'Isabelle Chamorro, on en a discuté entre nous. C'est vrai que Louis Mapou, il est quand même de l'école marxiste-communiste, donc il faut s'attendre à une politique de gauche-gauche. Et la collégialité ? Voilà, non mais donc je comprends le fait de ne pas cautionner cette politique si elle est mise en place, parce que si on est vice-président, c'est que quand même on fait partie des choses qui sont mises en place. Après, c'est vrai qu'il y a une réflexion sur le fait est-ce qu'on n'essaye pas de l'atténuer en prenant ce poste-là. Je pense que la réflexion peut être toujours en cours chez nous, les choses peuvent évoluer. Je pense qu'il faut se laisser le temps de la réflexion. On n'est pas fermé sur le sujet. Alors le calendrier politique fait que cette élection du président du gouvernement et le renouvellement du Congrès font quasiment partie de la même séquence politique. Aujourd'hui, il y a un président indépendantiste au gouvernement, il faut un président non indépendantiste au Congrès ? Ah bah oui, ça c'est clair. Et puis de toute façon, on est majoritaire dans le pays. Je rappelle que l'élection d'un président indépendantiste, c'est quand même un accident démocratique. C'est l'éveil océanien qui a fait la bascule vers les indépendantistes. La logique serait quand même que les non-indépendantistes dirigent le pays parce qu'ils sont majoritaires en Nouvelle-Calédonie. Donc, à un moment donné, les non-indépendantistes doivent diriger le Congrès. J'ai entendu que l'éveil océanien était prêt à accompagner la candidature non-indépendantiste. Donc, et puis nous, il faut qu'on soit unis aussi à un moment donné. C'est-à-dire que on arrive à 5 mois du dernier référendum. Les indépendantistes dirigent le gouvernement. Si là, on n'arrive pas à être unis, on n'y arrivera jamais. L'éveil océanien a dit qu'il voterait pour le candidat loyaliste s'il y avait une candidature unique. Vous pensez que le cas de figure se dessine ou il y a un risque qu'il y ait plusieurs candidatures ? C'est vrai que sur votre antenne hier, on a entendu la candidature de Virginie Ruffnac. Bon, c'était pas forcément calé, c'est une initiative, on va dire, du Rassemblement ou de Virginie. Bon, l'élection du président du Congrès, c'est à la fin du mois. Il y a le temps de discuter entre nous, on verra. Ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'aujourd'hui, le dialogue est en place chez l'ensemble des formations non indépendantistes, que ça soit Même avec Calédonie Ensemble ? Avec Calédonie Ensemble aussi. Alors, Calédonie Ensemble, bien évidemment, ils avaient pour objectif, vous savez, de prendre la présidence du Congrès. Après, vous savez, on a tous des bonnes raisons de se présenter à la présidence du Congrès. J'ai même envie de dire, même Génération. Parce qu'au bout d'un moment, aux dernières élections municipales, Génération fait 8000 voix sur l'ensemble de ces listes, quand Calédonie Ensemble en fait 7000. D'accord ? Donc, on veut bien avoir moins d'élus au Congrès, mais la dernière échéance électorale, Génération a fait plus de voix que Calédonie Ensemble. Donc, si vous voulez, si on veut jouer là-dessus, on peut tous y aller avec nos propres arguments. Vous savez, quand on veut quelque chose en politique, on peut toujours trouver les éléments de langage qu'il faut. Bon, là, l'idée, je pense que vis-à-vis de l'histoire, il faut mettre un petit peu en retrait les égos. On n'a pas besoin de ça maintenant. On n'est rien face à ce qui va se passer dans 5 mois. On va quand même définir ce que sera la future Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas notre pays quelle direction il va prendre. Donc, si vous voulez, les acteurs politiques face à ça, ils sont un peu petits. Et je pense qu'il faut s'en rappeler.
Et donc on a besoin, jusqu'à l'élection de la présidence du Congrès, de mettre un petit peu nos égos de côté, de discuter sur la meilleure candidature possible. Virginie Ruffnac s'est proposée, c'est quelqu'un de très compétente, avec qui on discute bien. Il peut y avoir des discussions qui continuent sur d'autres candidats. Il faut qu'on réfléchisse et puis surtout qu'on arrive au moment clé, unis, déterminés et solides. Alors le moment clé, c'est bien sûr l'élection du président du Congrès, c'est aussi le référendum, il ne faut pas le perdre de vue, c'est quand même l'échéance principale de cette année 2021. Oui, et puis je peux vous dire que compte tenu de ce que nous a dit l'État en France, lorsqu'on a été pour travailler sur les conséquences du oui et du non, nous avons besoin d'une campagne par le peuple, pour le peuple. Parce que vraiment, voter oui ou voter non, comme l'a dit le ministre des Outre-mer, c'est pas la même chose. Voter non, c'est la France. Voter oui, c'est l'indépendance. Voter oui, c'est pas il y a un peu moins de France. Et voter non, il y a un peu plus de France. Le choix, il est très binaire. C'est soit on reste français, soit on devient totalement indépendant. Voilà, ça c'est quand même clair. Vous savez, quand l'État nous dit la double nationalité, il y en aura pas. C'est quand même un message fort, c'est-à-dire que, et en plus ils argumentent, et c'est quelque chose de très clair, c'est-à-dire aucun pays au monde qui accède à son indépendance ne peut avoir l'ensemble de sa population qui possède une autre nationalité. L'ensemble des Français ne sont pas aussi allemands ou canadiens, sinon ça pose la question de la souveraineté même de l'État sur son propre peuple. Mais la nationalité n'est pas le seul point. Non, mais c'est pas le seul point, mais c'est quand même important de savoir que les citoyens calédoniens deviendront de nationalité calédonienne ou kanak si ça s'appelle kanak, que les non-citoyens resteront français, que donc ces Français seront étrangers en Nouvelle-Calédonie et que nous serons des étrangers sur les territoires français, même ceux de Wallis et Futuna et de Polynésie française. Donc à un moment donné, c'est quand même une conséquence lourde. Alors bien sûr, il y a l'arrêt des transferts financiers, on en a parlé plein de fois, mais ça veut dire quoi l'arrêt des transferts financiers de manière concrète pour les gens? C'est finir par avoir une école payante, quand il faudra dire aux gens que pour envoyer son enfant en 6e, il va falloir payer peut-être 1 million de francs l'année scolaire. C'est le creusement des inégalités sociales. Quand il va falloir expliquer aux gens qu'on va devoir payer les soins, que ça sera plus remboursé, là, il y a aussi les personnes les plus aisées qui pourront se soigner, et là encore, ça va creuser les inégalités sociales. Donc il y a toutes ces conséquences-là que l'État nous a dit et qu'il va falloir expliquer. Et tout ça est écrit dans le fameux document sur le oui et le non? Alors le document du oui et du non, on remercie l'État de son travail exceptionnel qu'il a mené, parce que c'est la première fois qu'on nous fait ça quand même, dans cette période de transition institutionnelle qu'on connaît depuis 30 ans. Les choses sont claires, mais elles sont, on va dire, techniques, juridiques, politiques. Ce qu'il faut maintenant, et c'est la demande des loyalistes auprès de l'État, c'est de vulgariser ce document, c'est-à-dire de le rendre compréhensible par tous et de le rendre moins technique et de faire des réponses très claires à partir de ce document, parce que je pense qu'on aura besoin de la parole de l'État dans cette campagne référendaire, une parole neutre, comme ça a été en France, très factuelle, mais qui explique bien aux gens, finalement, les conséquences du oui et du non, tout simplement. Alors, aux gens et à qui? Parce que généralement, ceux qui sont convaincus de leur vote ont du mal à changer d'avis. Non, mais on sait qu'il y a des populations à convaincre parce qu'elles sont indécises, parce qu'elles se retrouvent pas peut-être dans le message loyaliste qui a été porté jusque-là. On peut parler des quartiers populaires de Nouméa, on peut parler de la côte Est, on peut parler de la Brousse, on peut parler des îles Loyauté. On doit faire une campagne dans ces zones-là, ça c'est clair, parce que c'est là où on peut gagner des voix. En tout cas, c'est là où on en a perdu la dernière fois, notamment sur la côte Est. Mais ce que je disais en début d'interview, c'est que nous, les politiques, on va pouvoir faire le job. On prépare la coordination de la campagne loyaliste, on est unis là-dessus. On va faire les documents, on va s'exprimer dans les médias, mais il y a une campagne de proximité à mener. Il y a une campagne de proximité à mener chez le voisin, chez l'ami, chez le cousin, etc. Et ça, on aura besoin de l'ensemble du peuple calédonien pour ça. Voilà, on aura besoin d'être unis parce que là, vraiment, c'est pas un candidat qui se présente, c'est pas un politique qui veut un poste, c'est vraiment l'avenir de tout un pays qui est en jeu. La campagne est lancée? La campagne est lancée, on se structure sous la houlette de Christopher Gigès, il y a une direction de campagne, l'ensemble des partis politiques des loyalistes sont présents, Génération, l'Avenir en Confiance, donc on se structure, on va faire des comités de brousse, on va faire, voilà, il y a une grosse structuration qui commence et on va pouvoir débuter la campagne, je pense vraiment dans un mois. Nicolas Metzdorf, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.